Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Le nom du monde est forêt. Par Ursula Le Guin. Chapitre 1. Deux événements de la veille étaient présents dans l'esprit du capitaine Davidson lorsqu'il se réveilla. Il les considéra un moment dans les ténèbres. L'un, réjouissant, la nouvelle cargaison de femmes venait d'arriver. Croyez-le ou non, elles étaient ici, à Centralville, à 27 années-lumière de la Terre par Pavel, à 4 heures du camp Smith par Puce. La deuxième fournée de reproductrices destinée à la colonie de la Nouvelle-Tahiti, aussi saine que propre, 212 têtes de bétail humain de premier choix, ou du moins de qualité supérieure. L'autre, déprimant. Le rapport arrivé de l'île du Dépotoir qui signalait des pertes de récolte ainsi qu'une érosion massive, un vrai carnage. La rangée des 212 petites silhouettes plantureuses parfaitement baisables s'effaça de l'esprit de Davidson, pour laisser place à la vision d'une pluie torrentielle se déversant sur la terre labourée, l'abattant en une boue épaisse qu'elle délayait ensuite en une soupe rouge qui dévalait les rochers jusqu'à se mêler à l'océan. L'érosion avait débuté avant qu'il ne quitte l'île du Dépotoir pour venir diriger le camp Smith, et comme il était doué d'une mémoire visuelle exceptionnelle, du genre édéitique, il s'en souvenait toujours comme si c'était la veille. Ce prétentieux de Keyes avait tout l'air d'avoir raison. Il aurait fallu laisser plein d'arbres là où l'on comptait installer des fermes, mais Davidson ne voyait toujours pas pourquoi une plantation de soja impliquait d'abandonner tant de terrain à la forêt si la terre était travaillée d'une façon vraiment scientifique. Les choses ne se passaient pas comme ça dans l'Ohio. Si vous vouliez du maïs, vous faisiez pousser du maïs. Inutile de s'embarrasser d'arbres et de trucs du même genre. Mais bon, la Terre était une planète domestiquée, contrairement à la Nouvelle-Tahiti. C'était d'ailleurs pour ça qu'il se trouvait ici, pour la domestiquer. Si l'île du Dépotoir se résumait désormais à un bourbier parsemé de rochers, alors oublions-la. Recommençons sur une autre île et faisons mieux. Personne ne peut nous arrêter, nous sommes des hommes. Tu ne vas pas tarder à apprendre ce que cela signifie, espèce de foutue planète, songea Davidson, qui s'autorisa un petit sourire dans l'obscurité de la cabane, car il aimait les défis. Penser aux hommes lui remémora les femmes, et la rangée de petites silhouettes frétillantes se remit à osciller dans son esprit. « Ben !» rugit-il tout en se redressant avant de balancer son pied nu sur le sol nu. « Servir eau chaude! Allez, vite !» Ses propres vociférations finirent de le réveiller. En une suite de mouvements aussi lestes que rapides, il s'étira, se gratta la poitrine, enfila un short et sortit d'un pas vif dans la clairière illuminée de soleil. Le colosse divinement musclé qu'il était appréciait de faire fonctionner son corps bien entraîné. Ben, son créate, avait comme d'habitude posé sur le feu la casserole d'eau qui bouillonnait déjà. Il se tenait accroupi, comme d'habitude, les yeux dans le vague. Les créates ne dormaient jamais. Il se bornait à rester assis, le regard vide. « Petit déjeuner, allez vite !» lui lança Davidson en prenant son rasoir sur la table en bois rugueux, là où le créate l'avait placé avec une serviette et un miroir sur pied. Il y avait beaucoup à faire ce jour-là, Davidson ayant décidé, juste avant de se lever, de faire un saut à Central avant de voir par lui-même les nouvelles arrivantes. Elles ne seraient pas disponibles bien longtemps, ces 212 femmes perdues parmi plus de 2000 hommes, tout comme celles de la première fournée. Il s'agissait sans doute, pour la plupart, d'épouses coloniales, et seule une vingtaine, une trentaine grand maximum, appartenaient à l'équipe récréative. Mais ces poupées étaient de bonnes filles bien chaudes, et il comptait bien, cette fois, mettre la main au moins sur l'une d'entre elles. Il sourit du côté gauche, sa joue droite restant parfaitement tendue contre le rasoir gémissant. Le vieux créate errait de ci, de là,
mettant 1 heure à lui apporter son petit déjeuner depuis la cuisine. « Allez vite !» hurla Davidson, et Ben s'employa à transformer sa flânerie apathique en une marche normale. La créature mesurait environ 1 mètre de haut, et la fourrure qui recouvrait son dos était plus blanche que verte. Il était vieux et stupide, même pour un créate. Mais Davidson savait comment s'y prendre avec eux. Il pouvait dompter n'importe lequel, pour peu que cela en vaille la peine. Ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Qu'on fasse venir suffisamment d'humains ici, qu'on fabrique des machines et des robots, qu'on bâtisse des fermes et des villes, et personne n'aurait plus besoin des créates. Et ce serait une bonne chose. Car cette planète, la nouvelle Tahiti, était littéralement faite pour les hommes. Une fois nettoyée, bien déblayée, une fois les forêts sombres rasées pour laisser place à des grands champs de céréales, une fois balayées les ténèbres primitives, la sauvagerie et l'ignorance, l'endroit deviendrait un paradis, un véritable Éden. Un monde bien plus agréable que cette vieille terre exsangue, et ce serait son monde. Car, en son fort intérieur, Don Davidson était bel et bien un dompteur de monde, ni plus ni moins. Il n'avait rien d'inventard, mais il connaissait ses capacités. Il était comme ça, voilà tout. Il savait ce qu'il voulait et comment l'obtenir. Et il l'obtenait toujours. Le petit déjeuner lui atterrit tout chaud dans le ventre. Sa bonne humeur ne fut même pas gâchée par la vue de Kees Van Steen, qui s'approchait de lui, gros, blanc, l'air contrarié, ses yeux saillants comme 2 balles de golf bleues. « Don !» lui lança Kees sans même le saluer. « Les bûcherons ont recommencé à chasser le cerf rouge dans les bandes. Il y a 18 paires de bois dans l'arrière-salle du foyer. Personne n'a jamais réussi à empêcher des braconniers de braconner, Kees. Toi, tu peux y arriver. C'est pour ça qu'on vit sous la loi martiale. Pour ça que l'armée dirige cette colonie. Pour faire respecter les lois. » Une attaque frontale du gros prétentieux. C'en était presque drôle. « D'accord, » admit Davidson d'une voix raisonnable. « Je pourrais les arrêter. Mais écoute, ce sont les hommes que je dois gérer. C'est mon boulot, comme tu l'as dit. Et ce qui compte, ce sont les hommes, pas les animaux. Si quelques chasses illicites peuvent aider les hommes à supporter cette foutue existence, je suis prêt à fermer les yeux. Ils ont droit à un peu de détente. » Ils ont des jeux, des sports, des passe-temps, des films, des télébandes de tous les événements sportifs majeurs du siècle dernier, de l'alcool, de la marijuana, des halus, et une nouvelle fournée de femmes à Central pour ceux qui ne se satisfont pas des dispositions guère imaginatives de l'armée en faveur de l'homosexualité hygiénique. Ils sont pourris gâtés, des héros de la nouvelle frontière, et ils n'ont pas besoin d'exterminer une espèce indigène rare pour se détendre. Si t'interviens pas, je vais devoir signaler une grave infraction au protocole écologique dans le rapport que je dois envoyer au capitaine Gauss. « Ne t'en prive pas si tu le juges bon, Kees, » répliqua Davidson, qui ne perdait jamais son calme. C'était presque pathétique, cette façon qu'avait le visage d'un euro comme Kees de rougir lorsqu'il perdait le contrôle de ses émotions. « C'est ton boulot après tout. Je t'en tiendrai par rigueur. Ils peuvent en discuter à Central et décider qui a raison. Tu vois, Kees, en fait, tu veux garder cet endroit tel qu'il est, comme une grande forêt nationale protégée. Le contempler, l'étudier. Normal, t'es un spé. Mais tu vois, nous autres, nous sommes juste de vulgaires trophions qui ont une tâche à accomplir. La terre a besoin de bois, un besoin urgent. On trouve du bois sur la nouvelle Tahiti. Et donc, on est des bûcherons. Ce qui nous différencie, tu vois, c'est que, pour toi, la terre ne passe pas en premier, alors que pour moi, elle passe avant tout le reste. » De ses yeux bleus évoquant 2 balles de golf, Kees le regarda en coin. « Vraiment, tu veux faire de ce monde un clown de la terre, hein? Un désert de béton ?» « Quand je dis la terre, Kees, je parle des gens, des hommes. Tu t'inquiètes pour les cerfs, les arbres et les fibres. D'accord, c'est ton affaire. Mais moi, j'aime bien voir les choses avec du recul, de haut en bas. Et le haut, jusqu'à présent, ce sont les humains. Nous sommes ici, maintenant. Et ce monde va devoir se plier à nos désirs. Que ça te plaise ou non, c'est là fait que tu dois regarder en face. Ainsi vont les choses, pas autrement. Écoute, Kees, je vais faire un saut à Central pour jeter un coup d'œil aux nouvelles arrivantes. Tu veux m'accompagner? Non, merci, capitaine Davidson, répondit le spécialiste tout en prenant la direction de la cabane du labo. Il était vraiment dingue, celui-là.
montés sur ces grands chevaux pour quelques foutus cerfs. C'étaient des animaux splendides, d'accord. La mémoire infaillible de Davidson lui rappela le premier qu'il avait vu, ici même sur la terre de Smith, une grande ombre rouge, 2 mètres à l'encolure, une couronne de bois fin et doré, une bête aussi courageuse que rapide, le meilleur gibier imaginable. Sur Terre, on avait à présent recours à des robots cerfs jusque dans les grandes rocheuses et les parcs de l'Himalaya, les vrais ayant presque tous disparu. Or, ces animaux-là étaient un véritable rêve de chasseurs, et ils étaient chassés. Merde, même les créates sauvages les chassaient, avec leurs petits arcs minables. Les cerfs seraient chassés, tout simplement parce qu'ils étaient là pour ça. Mais bon, ça dépassait ce pauvre cœur tendre de Keyes. C'était pourtant un type intelligent, mais pas réaliste, pas assez endurci. Il ne comprenait pas qu'il fallait miser sur le numéro gagnant, sans quoi on risquait fort de perdre. Et c'est toujours l'homme qui gagne, à chaque fois. Le vieux conquistador. Davidson traversa à grands pas le camp, les yeux emplis du soleil matinal, ses narines pleines d'une douce odeur de bois scié et de fumée. Tout était bien ordonné pour un camp de bûcherons. Les 200 hommes qui y résidaient ici avaient dompté, en à peine 3 mois, une bonne partie de cette étendue sauvage. Le camp Smith, quelques grands dômes géodésiques en plastique ondulé, 40 cabanes en bois construites par la main-d'œuvre et créate, la scierie, le brûleur d'où s'élevait un panache bleuté au-dessus des hectares de bûches et de troncs coupés. En haut de la colline, le terrain d'atterrissage et le grand hangar préfabriqué abritant les hélicoptères et les grosses machines. Point barre. Sauf qu'à leur arrivée ici, il n'y avait rien. Des arbres. Rien que des arbres touffus, enchevêtrés. Une forêt aussi infinie qu'incongrue. Un fleuve paresseux surplombé d'arbres, étouffé par la végétation. Quelques terriers créates dissimulés parmi les arbres, quelques cerfs rouges, des singes poilus et des oiseaux, et des arbres, des racines, des troncs, des branches, des ramilles, des feuilles au-dessus de votre tête, sous vos pieds, contre votre visage et dans vos yeux, une infinité de feuilles sur une infinité d'arbres. La plus grande partie de la Nouvelle-Tahiti était recouverte d'eau, des mers chaudes et peu profondes d'où émergeaient çà et là des récifs, des îlots, des archipels et les 5 grandes contrées qui formaient un arc de 2500 kilomètres de long dans le quart nord-ouest. Et toutes ces petites masses de terre étaient envahies d'arbres, océans, forêts. C'était le seul choix qu'on avait sur la Nouvelle-Tahiti. L'eau et la lumière du soleil, ou bien les feuilles et l'obscurité. Mais à présent, les hommes étaient venus mettre fin à l'obscurité et transformer ce foisonnement d'arbres en planches nettement sciées, plus précieuses que de l'or sur terre. Littéralement, car on pouvait extraire l'or de l'eau de mer ou des sous-sols situés sous les glaces de l'Antarctique, mais pas le bois. Le bois ne provenait que des arbres, et sur Terre, c'était devenu un luxe absolument nécessaire. Aussi transformait-on en bois les forêts étrangères. En 3 mois, 200 hommes, équipés de robots-scies et d'excavateurs, avaient déjà coupé 8 bandes larges d'1 kilomètre chacune sur la terre de Smith. Les souches de la bande la plus proche du camp étaient déjà blanches, à moitié consumées. Traitées chimiquement, elles produiraient des cendres fertiles avant même que les colons permanents, les fermiers, ne viennent s'installer sur la terre de Smith. Ne resterait plus aux 10 fermiers qu'à planter leurs graines et à les laisser germer. Pareille chose s'était déjà produite autrefois. C'était une chose étrange, mais bien la preuve que la Nouvelle-Tahiti était destinée à se soumettre aux humains. Tout ce qui se trouvait ici était arrivé de la Terre environ 1 million d'années plus tôt, et l'évolution avait suivi un chemin si parallèle qu'on reconnaissait absolument tout au premier coup d'œil. Les pins, les chênes, les noyers, les châtaigniers, les sapins, les houx, les pommiers, les frênes, les cerfs, les oiseaux, les souris, les chats, les écureuils, les singes. Bien sûr, les humanoïdes de Hind Davenant prétendaient avoir fait ça à l'époque où ils avaient colonisé la Terre, mais si l'on écoutait ces extraterrestres, on découvrait qu'ils prétendaient avoir conquis toutes les planètes de la galaxie et avoir tout inventé, depuis le sexe jusqu'au clou à tête plate. Les théories sur l'Atlantide semblaient bien plus réalistes,
et l'endroit pouvait fort bien être une ancienne colonie atlante. Sauf que les humains avaient disparu, et la chose la plus proche qui s'était développée ici pour les remplacer, à partir du singe, c'était le créate, 1 mètre de haut et couvert d'une fourrure verte. En tant qu'extraterrestres, ils s'avéraient plutôt communs, mais en tant qu'humains, ils évoquaient plutôt un genre de caricature ratée. Si on leur laissait encore 1 million d'années, peut-être. Sauf que les conquistadors étaient arrivés les premiers. L'évolution ne se poursuivait plus désormais qu'au rythme d'une mutation aléatoire par millénaire, mais à la vitesse des astronefs de la flotte terrienne. « Hé, capitaine !» Davidson se retourna. Sa réaction accusait à peine une microseconde de retard, mais cela suffit pour l'agacer. Il y avait quelque chose sur cette satanée planète, avec son ciel brumeux et sa lumière dorée, ses brises qui sentaient l'humus et le pollen, quelque chose qui vous poussait à rêvasser. On passait son temps à traînasser en songeant aux conquistadors, au destin et à toutes ces conneries, jusqu'à ce qu'on finisse par agir avec la lenteur et la lourdeur d'un créate. « Bonjour, Hawk !» lança-t-il sèchement au chef bûcheron, aussi noir et solide que du câble métallique. Okwanawenabo était le contraire physique de Keyes, mais il arborait la même mine contrariée. « Vous avez 30 secondes ?»« Bien sûr. Qu'est-ce qui te tracasse, Hawk ?»« Les petits salopards !» Ils appuyèrent leur dos contre une barrière de planche. Davidson alluma son premier joint de la journée. Les rayons obliques du soleil réchauffaient l'air baigné de fumée bleue. De la forêt qui s'étendait derrière le camp, une bande large d'1 demi-kilomètre pas encore déboisée leur parvenait d'incessants bruits sourds, craquements et autres gloussements, frémissements qui peuplaient les bois en matinée. Cette clairière aurait pu être l'Idaho en 1950, ou le Kentucky en 1830, ou la Gaule en 50 avant Jésus-Christ, lança un oiseau dans le lointain. « J'aimerais me débarrasser d'eux, capitaine. »« De qui? Des créates? Comment ça, Hawk? » ?»« Les laisser partir, ni plus ni moins. Je n'arrive pas à les faire bosser suffisamment à la Syrie pour qu'ils méritent la peine qu'on se donne avec eux, ces putains d'emmerdeurs. Rien à faire, ils travaillent pas. » »« Ils bossent si on sait comment les prendre. Ce camp, c'est eux qui l'ont érigé. » Le visage d'obsidienne d'Okwanawi demeura impassible. « Ma foi, je suppose que vous savez vous y prendre avec eux. Moi pas. » Une pause. Puis, dans ces cours d'histoire appliquée que j'ai suivis durant mon entraînement pour les super voyages, on disait que l'esclavage ne fonctionnait jamais, que c'était jamais rentable. Exact. Mais là, il ne s'agit pas d'esclavage, mon petit Hawk. Les esclaves sont humains. Quand t'élèves tes vaches, t'appelles ça de l'esclavage? Non. Et pourtant, ça marche. Le chef d'équipe hocha la tête, imperturbable. Mais il répliqua néanmoins. Ils sont trop petits. J'ai essayé d'affamer le plus têtu. Ils se sont bornés à rester là, assis à mourir de faim. Ils sont tout petits, d'accord, mais ne les laisse pas t'abuser, Hawk. Ils sont résistants, ils possèdent une endurance formidable. Et ils ne ressentent pas la douleur comme nous autres humains. C'est ça que tu oublies, Hawk. Tu penses qu'en frapper un, c'est comme frapper un gosse en quelque sorte. Crois-moi, vu leur sensitivité, c'est plutôt comme si tu cognais sur un robot. Écoute, tu as baisé quelques femelles, tu as vu qu'elles ne semblaient rien éprouver. Aucun plaisir, aucune douleur. Elles restent allongées là, comme des matelas, quoi que tu fasses. Eh ben, ils sont tous comme ça. Sans doute ont-ils des nerfs plus rudimentaires que nous, comme les poissons. Je vais te raconter un truc bizarre à ce propos. Quand je me trouvais encore à Saint-Trôle, avant de venir ici, un des mâles apprivoisés m'a sauté dessus. Je sais qu'on t'a dit qu'ils se battent jamais, mais celui-là est devenu dingue, vraiment cinglé. Et j'ai de la chance qu'il ne soit pas armé, sans quoi il m'aurait tué. J'étais à ça de lui régler son compte pour le forcer à me lâcher. Et il n'arrêtait pas de revenir à la charge. Il prenait une flopée de coups incroyables sans jamais rien ressentir. Comme un scarabée que tu dois piétiner encore et encore parce qu'il ne sait pas lui-même s'il a déjà passé l'arme à gauche. Regarde ça. Davidson pencha sa tête rasée de près pour lui montrer une grosse cicatrice derrière une de ses oreilles. Je ne suis pas passé loin de la commotion cérébrale. Et quand il m'a fait ça, je lui avais déjà cassé un bras et transformé le visage en confiture de myrtille. Sans pour autant qu'il ne cesse de revenir à la charge encore et encore. La vérité, Hawk, c'est que les créates sont paresseux, stupides, perfides, qu'ils ne ressentent pas la douleur. Il faut être dur avec eux, et le rester. N'en veulent pas la peine, capitaine. Ces foutus petits salopards verts, ils se battent jamais, ils travaillent pas, ils font rien, à part me donner le cafard. Il y avait dans les grognements d'Okwanawi
une cordialité qui ne parvenait pas à dissimuler son caractère entêté. Il se refusait à frapper les créates en raison de leur taille, c'était clair dans son esprit, et cela le devint pour Davidson, qui accepta aussitôt cet état de fait. Il savait comment gérer ses hommes. « Écoute, Hawk, tu vas essayer ça. Identifie les meneurs et dis-leur que tu vas leur faire une piqûre d'hallucinogène. De la mesca, de la lise, n'importe quoi. Ils ne savent pas les distinguer de toute façon. Mais ils en ont une peur épouvantable. N'en fais pas trop, et ça marchera, je peux te le certifier. » Pourquoi ont-ils peur des alus? S'enquit le chef d'équipe avec curiosité. « Comment le saurais-je? Pourquoi les femmes ont-elles peur des rats? Ne cherche pas le moindre bon sens chez les femmes ou les créates, Hawk. En parlant de ça, je vais me rendre à Central ce matin. Tu veux que je te réserve une colis? » « Contentez-vous de m'en laisser quelques-unes jusqu'à ma prochaine permission, » répondit un Hawk tout sourire. Un groupe de créates passa alors devant eux, lesté d'une longue poutre de 30 sur 30 destinée à la salle de jeu qu'on était en train de construire près de la rivière. Petite silhouette désespérément nonchalante, elle tenait la grosse poutre comme une horde de fourmis transportant une chenille morte, d'une façon maladroite, maussade. Okwanawi les regarda passer, puis « Rien à faire, capitaine. Il me dégoûte. » C'était là une déclaration bizarre de la part d'un garçon aussi calme, aussi solide. « Eh bien, en fait, Hawk, je suis d'accord avec toi. Ils n'en valent ni la peine ni le risque. Si ce raseur de Lyubov n'était pas dans les environs, et si le colonel ne se montrait pas aussi pointilleux sur le code, je pense qu'on pourrait se borner à nettoyer les régions que nous colonisons, au lieu de nous en tenir à cette routine du travail volontaire. Ils finiront par disparaître, tôt ou tard, et le plus tôt serait le mieux. C'est comme ça, voilà tout. Les races primitives doivent toujours céder la place aux plus civilisés, ou bien se faire assimiler. Mais il est bien évident qu'on ne peut pas assimiler un tas de singes verdâtres. Et comme tu l'as dit, ils sont juste assez intelligents pour qu'on ne puisse jamais leur faire confiance. Comme ces grands singes qui vivaient en Afrique. Comment on les appelait déjà? Des gorilles? Oui, c'est ça. Les choses iraient mieux pour nous ici sans les créates, tout comme on se passe parfaitement bien des gorilles en Afrique. Ils sont en travers de notre chemin, mais Papa Ding Dong insiste pour qu'on utilise la main-d'œuvre créate, alors on utilise la main-d'œuvre créate. Pendant un temps, tout du moins. D'accord? À ce soir, Hawk. D'accord, capitaine. Sur le tableau du QG du camp Smith, Davidson enregistra son empreinte de la puce. Le QG, un cube de 4 mètres de côté en planche de pin, 2 bureaux, un distributeur d'eau, et le lieutenant Birno, occupé à réparer un talkie-walkie. « Ne laissez pas le camp brûler en mon absence, Birno. Rapportez-moi une colis, Cap, une blonde. 85, 55, 90. Bon sang, c'est tout. Je les aime bien proportionnés, par en 2 yards, voyez le genre ?» D'un mouvement suggestif, Birno esquissa dans l'air ses préférences. Davidson remonta tout sourire vers le hangar. En repassant en hélico au-dessus du camp, il baissa les yeux pour l'observer. Des cubes ressemblant à des jouets de gosses, des chemins à peine visibles, de longues clairières parsemées de souches, le tout se rétrécissant à mesure que l'appareil s'élevait, jusqu'à ce que Davidson se retrouve face à l'immensité de la forêt de la grande île. Et derrière cette étendue vert foncé, l'interminable surface vert clair de la mer. Le camp Smith se résumait désormais à une tache jaune, à un simple point sur une vaste tapisserie verte. Il traversa le détroit de Smith et les terres boisées, fortement vallonnées, du nord de l'île centrale, avant d'atterrir vers midi à Centralville. L'endroit ressemblait à une ville, du moins lorsqu'on venait de passer 3 mois dans la forêt. Il y avait là de vraies rues, de vrais bâtiments, qui se trouvaient là depuis la fondation de la colonie, 4 ans auparavant. On ne voyait pas à quel point ce n'était en fait qu'une petite ville frontière éphémère, jusqu'au moment où l'on regardait à 1 kilomètre vers le sud pour apercevoir, scintillante au-dessus des routes de béton et des terrains déboisés, l'unique tour dorée qui dominait tous les autres édifices de Centralville. L'astronef n'était pas très grand, mais il paraissait énorme, et ce n'était qu'une chaloupe de débarquement, un simple canot. Le vaisseau de ligne Pavel, le Shackleton, tournait en orbite à 1 demi-million de kilomètres. La chaloupe n'était qu'un avant-goût, le bout du doigt de l'énormité, de la puissance, de la splendide précision et de la grandeur de la technologie astronautique terrienne. Voilà pourquoi, l'espace d'un instant, des larmes vinrent aux yeux de Davidson à la vue du vaisseau venu de son monde natal. Il n'en avait pas honte.
C'était un patriote, point barre. Mais il se mit bientôt à sourire, en descendant les rues de cette ville frontière dont les extrémités débouchaient sur de grandes étendues de pas grand-chose. Car les femmes se trouvaient bel et bien là, et c'étaient des nouvelles, aucun doute là-dessus. La plupart d'entre elles étaient vêtues de longues jupes moulantes, de grosses chaussures pareilles à des galoches rouges, violettes ou dorées, des chemisiers plissés, or ou argent. Autant pour les reluquages de décolleté. La mode avait changé. Dommage. Elles portaient toutes leurs cheveux relevés sur le crâne, une coiffure qui devait nécessiter un genre de col plutôt qu'une simple laque. Franchement horrible, mais bon. C'était le genre de choses que seules les femmes oseraient faire à leur tignasse, et ça en devenait donc provoquant. Davidson fit de l'œil à une petite raffe au sein plantureux, avec davantage de cheveux que de tête. Il ne reçut aucun sourire en retour, rien qu'un mouvement suggestif des hanches à la signification évidente. « Suis-moi, suis-moi, suis-moi. » Mais il n'en fit rien. Pas encore. Il se rendit au QG de Central, un bâtiment standard en vitaux-pierre et plastiplaque, 40 bureaux, 10 distributeurs d'eau, ainsi qu'un arsenal au sous-sol, et signala son arrivée au commandement central de l'administration coloniale de la Nouvelle-Tahiti. Il croisa quelques membres de l'équipe de la chaloupe, remplit une demande afin d'obtenir du bureau forestier un semi-robot écorceur neuf, et proposa à son vieux pote Juju Serang de le retrouver à Luau à 14 heures. Il arriva au bar une heure plus tôt pour manger un morceau avant de commencer à boire. Lyubov s'y trouvait, assis en compagnie de quelques gars vêtus de l'uniforme de la flotte, des spécialistes quelconques ayant atterri avec la chaloupe du Shackleton. Davidson ne tenait pas la flotte en très haute estime. Une bande de saute-soleil farfelus, cela, qui laissait à l'armée le soin de se crotter en accomplissant le sale boulot de surface. Mais bon, rien de nouveau sous le soleil de l'armée. Et puis, c'était plutôt marrant de voir Lyubov se la jouer sympa avec tous ceux qui portaient l'uniforme. Il taillait le bout de gras, avec force grands gestes des mains. En passant, Davidson lui tapota l'épaule, lui lança « Salut mon vieux rage, quoi de neuf ?» Et il poursuivit son chemin sans attendre le regard renfrogné de l'ethnologue, même s'il avait horreur de le manquer. C'était vraiment marrant, cette haine que lui voulait Lyubov. Ce type-là était sans doute efféminé comme beaucoup d'intellectuels, et sa propre virilité devait l'hériter. Quoi qu'il en soit, Davidson n'avait nullement l'intention de perdre son temps à haïr Lyubov. Il n'en valait pas la peine. Le luau lui servit un succulent steak de venaison. Qu'aurait-il dit sur la vieille terre s'ils avaient vu un homme avaler 1 kilo de viande en un seul repas? Ces pauvres bouffeurs de soja. Puis Juju arriva, comme Davidson l'avait secrètement espéré, en compagnie de la fine fleur des nouvelles colis, 2 beautés pulpeuses, pas des épouses, mais des récréatives. Oh, cette vieille administration coloniale faisait parfois le nécessaire. L'après-midi fut long et chaud. Lors du voyage retour vers le camp, il traversa la mer au niveau du détroit de Smith. Le soleil reposait au sommet d'un grand lit de brouillard doré qui s'étendait sur l'eau. Davidson se mit à chanter, affalé dans le siège pilote. La terre de Smith lui apparut enfin, brumeuse. De la fumée s'élevait au-dessus du camp en un épais nuage noir, comme si l'on avait mis du pétrole dans le brûleur de déchets. Davidson n'arrivait même pas à distinguer les bâtiments à travers. Ce ne fut qu'en se posant sur le terrain d'atterrissage qu'il découvrit le jet carbonisé, les puces en ruine et le hangar incendié. Il fit redécoller la puce et revint survoler le camp, à si basse altitude qu'il faillit heurter le haut cône du brûleur, la seule chose encore debout. Le reste avait disparu. La scierie, le four, l'entrepôt de bois, le QG, les cabanes, les quartiers, l'enclos à créate, absolument tout. Des carcasses et des débris noircis encore fumants, mais pas à cause d'un incendie de forêt. La forêt était encore là, bien verte, à proximité des ruines. Davidson retourna au terrain d'atterrissage, se posa et se mit aussitôt en quête de la moto, sauf qu'elle aussi n'était plus qu'une carcasse noire reposant parmi les ruines puantes et calcinées du hangar aux machines. Il redescendit au pas de course le chemin qui menait au camp. En passant devant ce qui avait été la cabane radio, son cerveau se remit à fonctionner à plein régime. Sans hésiter, ne fût-ce qu'une seconde, il changea de direction, sortit du chemin et fit le tour de la cahute effondrée, pour s'arrêter là, les oreilles aux aguets. Il ne restait personne. Tout était silencieux. Les feux s'étaient éteints depuis longtemps,
Seul le grand tas de bois débité continuait à se consumer. On y voyait des taches rouges vives sous la cendre et le charbon. Ces tas de cendres oblongues avaient valu plus cher que de l'or, mais aucune fumée ne s'élevait plus des squelettes noircis des cabanes et des baraquements, et il y avait des os parmi les cendres. Le cerveau de Davidson était remarquablement clair et actif à présent, alors même qu'il s'accroupissait derrière le reste de la radio. Il y avait 2 possibilités. La première, une attaque d'un autre camp. Un officier de King ou de la Nouvelle-Java était devenu dingue et tentait un coup de planète. La seconde, une attaque venue de l'espace. Il se remémora la tour dorée sur le spatioport de Central, mais si le Shackleton avait fait sécession, pourquoi aurait-il commencé par raser un petit camp au lieu de prendre le contrôle de Centralville? Non, ce devait être une invasion, des étrangers, une quelconque race inconnue, à moins que les Sétiens ou les Aïniens n'aient décidé de s'emparer des colonies terriennes. Il n'avait jamais fait confiance à ces foutus humanoïdes un peu trop malins. Ils avaient dû utiliser une bombe à chaleur. Les forces d'invasion, avec leurs avions, leurs voitures aériennes, leurs nuclés, auraient facilement pu se cacher sur une île ou un récif, n'importe où dans le quart sud-ouest. Davidson devait retourner à sa puce pour donner l'alerte, puis tenter de reconnaître les environs, de manière à pouvoir communiquer au QG son évaluation de la situation. Il était en train de se relever lorsqu'il entendit des voix. Pas des voix humaines, un caquetage aigu et doux, des étrangers. Après s'être laissé tomber à 4 pattes derrière le toit en plastique de la cabane qui gisait à présent sur le sol, déformé par la chaleur au point d'évoquer une sorte d'aile de chauve-souris, Davidson se figea, les oreilles aux aguets. 4 créates arpentaient le chemin à quelques mètres de lui. C'étaient des créates sauvages, complètement nus, à l'exception de leur ceinture de cuir lâche à laquelle étaient accrochés des couteaux et des sacoches. Aucun d'eux ne portait les shorts et les colliers de cuir fournis aux créates domestiques. Les volontaires de l'enclos avaient dû être incinérés en même temps que les humains. Ils firent halte non loin de sa cachette, discutant dans le lent caquetage qui leur servait de langue, et Davidson retint son souffle. Il ne voulait pas se faire repérer. Qu'est-ce que des créates foutaient ici? À coup sûr, ils devaient servir d'espions ou d'éclaireurs aux envahisseurs. L'un d'eux désigna le sud tout en parlant, puis se retourna, de sorte que Davidson aperçut son visage, et il le reconnut. Les créates se ressemblaient tous, mais celui-là était différent. Davidson avait laissé sa signature d'un bout à l'autre de ce visage moins d'1 an auparavant. C'était celui qui avait pété un câble et qui l'avait attaqué à Central, le créate homicide, le chouchou de Lyubov. Mais bon sang, que pouvait-il bien faire ici? L'esprit de Davidson se mit aussitôt à tourner à toute vitesse. Ses réactions toujours aussi fulgurantes, il se releva brusquement, très grand, très sûr de lui, le revolver en main. « Créate, arrêtez! Restez là! Pas bouger !» Sa voix cinglait comme une lanière de fouet. Les 4 petites créatures vertes restèrent immobiles. Par-dessus les décombres noircis, le créate au visage défoncé le fixa de ses gros yeux vides, dans lesquels on ne pouvait distinguer aucune lueur. « Répondre maintenant! Ce feu, qui l'a allumé ?» Aucune réponse. « Répondre maintenant! Allez vite! Pas répondre, alors je zigouille d'abord un, puis un, compris? Ce feu, qui l'a allumé ?» « C'est nous qui avons brûlé le camp, capitaine Davidson, » répondit le créate de Central, d'une étrange voix douce qui évoqua à Davidson celle d'un de ses congénères. « Les humains sont tous morts. »« Comment ça, vous l'avez brûlé ?» Une raison quelconque l'empêchait de se souvenir du nom du balafré. « Il y avait 200 humains ici, 90 esclaves de mon peuple. 900 personnes de mon peuple sont sorties de la forêt. On a d'abord tué les humains qui se trouvaient dans la forêt, là où ils coupaient les arbres, puis nous avons tué ceux d'ici, pendant que les maisons brûlaient. Je pensais que vous-même aviez été tué. Je suis content de vous voir, capitaine Davidson. » C'était complètement dingue. Et mensonger, bien entendu. Jamais il n'aurait pu tous les tuer. Hawk, Perno, Feinstein, tous les autres. 200 hommes. Certains s'en seraient tirés. Les créates n'avaient pour toute arme que des arcs et des flèches, et de toute façon, des créates n'auraient pas pu faire ça. Ils ne se battaient pas, ne tuaient pas, ne se faisaient pas la guerre. Au niveau intraspécifique, c'étaient des êtres non agressifs, ce qui faisait d'eux des cibles faciles. Ils ne se défendaient pas. Davidson,
ne voyait vraiment pas comment ils auraient pu massacrer 200 hommes d'un seul coup. C'était dingue. Le silence, le faible relent de fumée dans la lumière chaude de l'après-midi, les visages vert clair dont les yeux immobiles le fixaient. Tout cela n'avait aucun sens. C'était un mauvais rêve complètement fou, un cauchemar. « Qui a fait ça pour vous ?»« 900 membres de mon peuple, » répondit le balafré de cette putain d'imitation de voix humaine. « Non, pas ça. Qui d'autre? Pour le compte de qui agissiez-vous? Qui vous a dit quoi faire ?»« Mon épouse. » Davidson perçut alors la tension que trahissait la posture de la créature, mais celle-ci bondit sur lui d'une manière si étrangement oblique, avec une telle souplesse qu'il manqua son tir, ne brûlant qu'un bras ou une épaule, au lieu de le toucher entre les deux yeux. Le créate était déjà sur lui. 2 fois moins grand et moins lourd que lui, il parvint néanmoins à le faire tomber par la simple ardeur de son assaut, car Davidson avait compté sur son arme pour le protéger. Il ne s'attendait nullement à être attaqué. Les bras de cette saloperie étaient minces, musclés. L'homme sentit entre ses mains une fourrure rêche, et tout en luttant, entendit le créate se mettre à chanter. Davidson se retrouva sur le dos, cloué au sol, désarmé. 4 museaux verts se penchèrent sur lui. Le balafré chantait toujours, un caquetage haletant dans lequel on discernait un genre de mélodie. Les 3 autres écoutaient, avec aux lèvres un rictus qui dévoilait leurs dents blanches. Davidson n'avait jamais vu sourire un créate. Il n'avait jamais regardé un visage de créate par en dessous, toujours de plus haut, depuis le sommet de l'évolution. Il s'efforça de ne pas se débattre. C'était là un effort inutile pour l'instant. Aussi petits qu'ils fussent, ils le surpassaient en nombre, et le balafré lui avait pris son arme. Il devait attendre. Sauf qu'une vague de dégoût déferla alors en son fort intérieur, une nausée qui poussa son corps à se tortiller, à s'agiter malgré lui. Les petites mains le maintenaient sans effort au sol, les petits visages verts souriants dansaient au-dessus de sa tête. Le balafré acheva sa chanson. Il s'agenouilla sur la poitrine de Davidson, un couteau dans une main, le revolver dans l'autre. « Vous ne pouvez pas chanter, capitaine Davidson, pas vrai? Eh bien, dans ce cas, vous pouvez courir jusqu'à votre puce et vous envoler. Vous direz au colonel de Central que cet endroit n'est plus que cendre et que tous les humains ont été tués. » Du sang, d'un même rouge saisissant que du sang humain, collait à la fourrure qui recouvrait le bras droit du créate, et le couteau tremblait dans sa paume verte. Le rude visage balafré regarda de très près celui de Davidson. Ce dernier vit alors l'étrange lueur qui brûlait tout au fond de ses prunelles noires charbon. La voix demeurait douce, calme. Ils le relâchèrent. Davidson se releva prudemment, encore étourdi par la chute que le balafré lui avait fait subir. Les créates se tenaient à bonne distance de lui désormais, conscients que son allonge était la double de la leur. Mais le balafré n'était pas le seul à braquer une arme à feu. Il y avait un second revolver pointé sur son ventre, et c'était Ben qui le tenait. Ben, son propre créate, ce petit salopard gris et galeux, l'air aussi abruti que d'habitude, mais équipé d'un revolver. Ce n'est pas facile de tourner le dos aux 2 armes braquées sur vous, mais Davidson y parvint néanmoins pour se mettre en marche en direction du terrain d'atterrissage. Une voix stridente derrière lui prononça alors un mot créate. « Allez vite !» lança une autre, après quoi il y eut un bruit bizarre, comme un piaillement d'oiseau qui devait être un rire créate, puis une détonation presque plaintive, suivie par un impact de balle sur la route, juste à sa droite. Bon sang, ce n'était pas juste. Ils avaient des revolvers alors que lui n'était pas armé. Davidson se mit à courir. Il pouvait semer n'importe quelle créate à la course, et eux ne savaient pas comment se servir d'une arme à feu. « Cours !» lui lança la voix tranquille, loin derrière lui. C'était le balafré, Selver. On l'avait appelé Sam, jusqu'au moment où Lyubov avait empêché Davidson de lui donner la correction qu'il méritait et l'avait pris à son service. Après quoi, il avait hérité du prénom de Selver. Bon sang, quelle histoire! Un vrai cauchemar! Il courait. Le sang tonnait dans ses oreilles. Il courait dans le soir fumeux et doré. Il y avait un cadavre au bord du chemin qu'il n'avait même pas remarqué à son arrivée. Il n'était pas brûlé, évoquant plutôt un ballon blanc tout dégonflé. Ses yeux bleus restaient fixes. Il n'avait pas osé le tuer, lui, Davidson. Ils avaient cessé de lui tirer dessus. C'était impossible. Il ne pouvait pas le tuer. La puce se trouvait là, intacte, brillante. Il se précipita sur le siège,
et décolla sans laisser au créate le temps de tenter quoi que ce soit d'autre. Ses mains tremblaient, mais pas trop, juste les conséquences du choc. Il ne pouvait pas le tuer. Il contourna la colline, puis revint aussitôt en rase-motte, à l'affût des 4 créates, mais rien ne bougeait parmi le tas de décombres auquel se résumait à présent le camp. Le matin même, il y avait eu un avant-poste à cet endroit. 200 hommes, et un instant plus tôt, ne se trouvaient là que 4 créates. Davidson n'avait pas rêvé tout cela. Il ne pouvait pas disparaître comme ça. Il se cachait forcément là, quelque part. Il déploya le canon installé dans le nez de l'appareil et mitrailla le sol brûlé, criblant de balles le feuillage vert de la forêt, tirant sur les os calcinés, les cadavres déjà froids, les machines détruites et les souches blanches occupées à pourrir, revenant plusieurs fois survoler le camp jusqu'à ce que ses munitions finissent par s'épuiser et que les spasmes du canon s'interrompent d'un coup. Les mains de Davidson avaient cessé de trembler désormais. Son corps semblait comme apaisé et il comprit alors qu'il n'était pas la proie d'un rêve. Il retourna vers le détroit pour annoncer la nouvelle à Centralville. Tout en volant, il sentait son visage se détendre, retrouver sa sérénité habituelle. On ne pouvait pas lui attribuer la responsabilité de ce désastre. Après tout, il n'était pas sur place lorsque celui-ci s'était produit. Peut-être trouverait-il significatif que les créates aient attaqué en son absence, conscient que leur tentative aurait échoué s'il avait été là pour organiser la défense. Et au moins une bonne chose allait sortir de cet événement. Ils allaient faire ce qui s'imposait depuis le début et nettoyer la planète avant de prioriser l'occupation humaine. Pas même Lyubov ne pourrait les empêcher de zigouiller les créates maintenant, pas quand il découvrirait que c'était son propre créate qui avait dirigé le massacre. Ils allaient se payer une tranche de dératisation pendant un bon moment désormais, et peut-être lui confierait-on la responsabilité de mener à bien ce petit boulot. Il aurait pu sourire à cette pensée, mais son visage resta impassible. Le crépuscule revêtait la mer de reflets grisâtres sous l'appareil. Devant lui, dans la pénombre, s'étendaient les collines insulaires, les forêts feuillues et vallonnées striées de fleuves aussi nombreux que secrets. C'était Le nom du monde des forêts par Ursula Le Guin. Chapitre 1. Vous avez aimé ce chapitre? Eh bien, likez ou laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines publications. Et pour les plus généreux d'entre vous, payez-moi quelques cafés. Le lien est dans la description. À bientôt.